Quand il a été question, il y a quelque temps, quand Nancy Bouchard, une collègue et amie, donc, m'a approché pour l'organisation de ce colloque, j'ai été un peu désemparé, mais j'ai finalement accepté. Et je l'en remercie parce que c'est un travail extrêmement colossal que de préparer tout cela. Et elle m'a tout épargné. Elle a tout fait. Bon, alors, merci. Elle m'a aussi fait prendre conscience que ce dont j'aurais dû me rendre compte moi-même, parce que tellement c'est évident, elle m'a fait prendre conscience que j'avais très souvent refusé de conclure. Et que j'avais à la fin de certains articles, par exemple, j'écrivais sans vraiment conclure. Ça m'a questionné un peu et je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. D'ailleurs, au moment où j'ai publié en 1999 donc, mon éloge de l'incertitude, j'ai quelques amis qui m'ont taquiné en me disant que tu as l'air bien certain de l'importance de l'incertitude. Et donc, comme quoi on ne sort pas complètement de ces certitudes. La mienne étant que mieux vaut l'incertitude. Mais je me sentais quand même non pas ébranlé parce que, oui, je reconnaissais que c'était vrai, que j'avais souvent refusé de conclure, mais j'ai été un peu réconforté par ce que j'ai lu dans un des journaux, je pense que c'est La Presse, assez récemment, La Presse ou Le Devoir, où on rapportait, c'était une dame pivot, la sœur de Bernard, qui rapportait la parole de Kundera. La bêtise des hommes est d'avoir réponse à tout. La sagesse des romans est d'avoir question à tout. Et en même temps, ça m'a fait prendre conscience des raisons, au fond, pour lesquelles je suis demeuré foncièrement illittéraire. Quand j'ai enseigné au Collège Sainte-Marie, j'enseignais le théâtre et le discours ou l'essai chez les plus récents auteurs. Mais c'est vrai que ça m'est toujours resté. Et même en éthique, oui, je dois beaucoup à des philosophes, à commencer par Platon et Aristote. Mais j'ai été nourri beaucoup plus, je dirais, par exemple, les tragédies grecques ou plein d'auteurs de la littérature, Camus. Donc, la littérature m'a nourri, même sur le plan de l'éthique, j'oserais dire, plus que la philosophie parfois. Et probablement que la raison est là. Et le hasard a fait aussi que je n'avais alors que 84 ans, mais aujourd'hui, depuis quelques jours, donc depuis quelques semaines, mes 85 sont bien sonnés. Mais le hasard a fait qu'à 84 ans, je me suis mis à relire L'angoisse du roi Salomon de Aimé Lajare. Et j'ai ri au moment où j'ai vu que M. Salomon, voyant approcher les 85 ans, dit à son chauffeur de taxi, écoutez, il faut que je me prépare à la vieillesse. Et donc, je riais de moi parce que ça me ressemblait un peu. Même si je suis parfaitement conscient que je suis vieux, mais je pense être, et j'ai l'intention d'être encore au moins toujours vivant. Mais le chauffeur de taxi de M. Salomon, le roi du pantalon et du prêt-à-porter, c'est là-dedans qu'il a fait sa fortune. Mais donc, M. Salomon, souvent, Ajar s'exprime par la voix, au fond, de ce chauffeur qui est un autodidacte et qui, à un moment, écrit ceci, ou dit ceci plutôt, « Au moins, lorsqu'on ne comprend pas, il y a mystère.
on peut croire qu'il y a quelque chose de caché derrière et au fond, qui peut sortir et tout changer. Mais quand il y a l'explication, il n'y a plus rien que des pièces détachées. Pour moi, l'explication, c'est le pire ennemi de l'ignorance. Et je trouvais ça beau, cette formulation-là, parce qu'au fond, quand on a expliqué, quand on croit avoir expliqué et tout compris, on arrête de chercher. Et alors qu'il y a tellement encore à découvrir. J'ai raconté à quelques reprises déjà, au fond, et j'y reviens brièvement, cette expérience de mes 9 ou 10 ans, où revenant de l'école le midi, j'avais fait provision surabondante de feuilles d'érable jaune et or, rouge et or. Et arrivant à la maison tout essoufflé, nos mères nous attendaient à cette époque-là, le midi. C'est un autre monde, hein, quand je pense à ça. Quand nous quittions l'école de la paroisse, puisqu'on n'appelait pas ça le quartier à l'époque, donc il y avait l'école des garçons d'un côté, l'école des filles de l'autre, mais nous étions à peu près 1000 jeunes à sortir sur les trottoirs et à envahir les trottoirs et parfois les rues pour nous rendre à la maison. Et donc, j'arrive là avec mon tas de feuilles que je laisse tomber sur le parquet en disant « Maman, maman, il n'y en a pas deux pareils. » Et dans ma tête d'enfant, il me semble en tout cas que c'était un moment jouissif. Il me semble aussi que je voyais, parce qu'on avait passé quelques étés dans les Laurentides, que je voyais des forêts. Et j'avais cette espèce de certitude que ce que j'avais vu, là, que c'était vrai aussi pour les forêts. Enfin, 50 ans plus tard, je me suis intéressé à la génétique sous l'angle des questions éthiques que cela pouvait poser. Et c'est là que j'ai appris ou réappris, je ne sais trop, mais qu'il n'y a qu'un seul et unique génome de l'humanité. Et que malgré tout, chaque humain, à travers le temps et à travers l'espace, a un code génétique, un ADN rigoureusement unique. Sur cette base-là, je ne vois pas comment on peut oser conclure quoi que ce soit. La diversité est telle qu'il y aura toujours quelque chose qui échappera. C'est un peu ça dont je veux parler brièvement. Pas brièvement, c'est faux. Mais au fond, au moment où on m'a demandé un intitulé pour ma contribution, j'ai eu l'audace d'évoquer 60 années de traversée ou de carrière ou de... Je ne sais trop quel mot j'ai retenu, mais un itinéraire de 60 années. Et je me suis dit tout à coup, pour qu'est-ce que tu te prends? Mais bon, j'ai essayé, je m'étais livré un peu à cet exercice-là déjà à l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval il y a quelques mois. Mais j'avais fait plus un retour sur l'évolution de mes champs d'intérêt pendant ces années-là. Et là, je ne voulais pas reprendre la même chose. Et ce que j'ai décidé de faire plutôt, ça a été de m'intéresser et de vous présenter certains propos sur un certain nombre de tensions qui ont traversé l'éthique au cours des 60 dernières années et qui la traversent encore aujourd'hui et qui probablement la traversent sous l'éthique depuis toujours. D'abord, tension entre l'hétéronomie et l'autonomie. Entre la règle, entre les règles et entre la conscience, entre les codes et la délibération. Il y a toujours, je pense, à travers l'histoire, mais c'est patent au cours des 60 dernières années,
Il y a tension également, remarquez qu'il y en aurait bien d'autres que j'aurais pu évoquer, entre au Québec ce qu'on a cru être un temps l'unanimité québécoise, ou en tout cas ce qu'on pourrait appeler, et qu'on appelle plus souvent aujourd'hui la cohésion sociale, et la diversité. On a davantage reconnu la diversité ces dernières années qu'à l'époque de mon enfance, par exemple. Mais même si on la reconnaît, si on reconnaît qu'elle existe, on a de la difficulté à reconnaître sa légitimité. Encore. Et la troisième tension que je veux évoquer aussi, c'est celle qu'il y a entre l'individualisme et les exigences d'une solidarité qui fait appel à la responsabilité. La première de ces tensions-là, au fond, je dirais, nous avons vécu longtemps au Québec ce que j'appellerais une pseudo-liberté ou une très forte hétéronomie. Au fond, peut-on imaginer plus forte hétéronomie que de renvoyer constamment à la volonté de Dieu, médiatisée, au fond, par les autorités ecclésiastiques? Donc, et ça me renvoie au petit catéchisme de mon enfance, le petit catéchisme du Québec, où, au fond, on disait tout ce qu'il faut croire ou penser, tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut célébrer pour être heureux ici-bas et pour aller au ciel. Mais Gabriel Dussault, au début des années 1970, avait étudié le petit catéchisme et il a montré que de ces 508 questions et réponses, plus du quart évoquait l'obligation, le devoir. Et il y avait 389 mentions de l'obligation ou du devoir versus une utilisation du mot libre et aucune du mot liberté. C'est assez fantastique quand on y pense. Et la liberté, d'ailleurs, à ce moment-là, a été définie par Brunetière, et je trouve le texte tellement beau que je vais vous le lire. C'est Ferdinand Brunetière, donc c'est dans la Semaine religieuse de Québec de 1900-1901. Mais le petit catéchisme a duré jusqu'à 1960. Mais bon, mais qui dit, au fond, dans sa notion chrétienne, la liberté, c'est le droit que nous avons de n'être pas empêchés dans aucun de nos actes extérieurs qui nous sont commandés par la loi du devoir. Donc, définir la liberté par le non-empêchement d'accomplir ce qu'exige la loi du devoir, c'est dire donc comment l'hétéronomie a été vécue de façon très profonde, très grande. Et donc, il y avait un contrôle des autorités ecclésiastiques qui était très grand, surtout sur les consciences et sur la vie collective aussi. Pensez aux syndicats catholiques ou le reste, les écoles catholiques. Bon. Pour le meilleur et pour le pire, remarquez. Je ne veux pas noircir complètement le tableau, parce qu'il y a eu quand même dans l'histoire du Québec plein de mouvements orientés vers la liberté. Pensons à tout le courant des écoles de syndic, par exemple, où Jean-Pierre Pou voit l'origine de la démocratie scolaire. Pensons également à la création et à la vie des instituts de Québec, les instituts canadiens de Québec et de Montréal. Ça, c'est dans les années 1840. Et donc, où les gens, là, des libéraux, mais résolument laïques, à un moment donné, veulent que nous nous conduisions par notre raison et non pas par la référence simplement à une loi à laquelle on serait soumis. Et donc, il y a plein de choses comme ça, et je pense
qu'il ne faut pas les oublier, parce que parfois, on a tendance à penser que tout commence avec la Révolution tranquille. Je pense également au texte, et on s'approche un peu des années 1960 à ce moment-là, mais 1948, le refus global, que quelques mois à peine après sa parution, le jésuite Julien Laperrière nous a fait lire comme lecture obligatoire. Donc, c'est ce qui peut paraître assez étonnant. Mais donc, il y avait des courants de liberté et de recherche de liberté. Soit dit en passant, il y a toujours un paradoxe chez les jésuites, où j'ai passé quand même 25 ans de ma vie. Il y a toujours un paradoxe, c'est-à-dire que c'est un ordre qui a été fondé, au fond, pour défendre la vraie doctrine, et c'est un ordre qui s'est mis au service du pape. Et par ailleurs, les jésuites se sont toujours vantés d'avoir formé Voltaire. Alors, il y a cette espèce de paradoxe ou de contradiction, je ne sais trop. Mais donc, il y avait de la liberté avant 1960. Mais il est certain que 1960 a sonné un changement assez important. Et il y a eu tout un mouvement de liberté qui n'a pas été sans conséquence sur le plan de la morale ou de l'éthique. C'est-à-dire que la morale dominante, qui était la morale catholique, au fond, j'ai relu il y a quelque temps des extraits du manuel de Jules Paquin, un jésuite qui enseignait à l'Université de Montréal, à la faculté de médecine. Et j'étais effaré de voir ce que contenait ce livre-là. C'est assez fabuleux. Il y a d'ailleurs un certain nombre de pages qui sont consacrées au baptême intra-utérin. C'est-à-dire que dans des grossesses difficiles, on recommandait aux médecins ou à l'aumônier d'aller baptiser l'enfant dans le sein maternel. Je trouve que pour les croyants, je pense qu'on ne peut pas imaginer pire horreur. C'est-à-dire que ça veut dire que comme croyant, on pensait qu'il fallait cela pour empêcher que l'enfant s'en aille dans les limbes. C'est assez fabuleux qu'on ait pu croire cela. Enfin, je ferme cette parenthèse-là, mais pour dire qu'au fond, il y avait donc cette emprise-là est restée encore quelque temps, mais il y a eu un renouveau fabuleux, et c'est le fameux « il est interdit d'interdire », qui était plus en France, mais qui était aussi québécois en un sens. Et je pense que dans la décennie 1960, il y a une espèce de vide éthique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de référence à la morale ancienne, qui d'ailleurs est perçue non pas simplement comme désuète, mais qui devient carrément inintelligible. C'est-à-dire qu'on ne réussit plus à comprendre cela et à comprendre la légitimité ou la rationalité de ce qui, pourtant, avait orienté les pratiques et les comportements pendant très longtemps. Et c'est avec, à mon sens, en tout cas, le développement des technologies dans tous les champs qu'on s'est rendu compte que les développements technologiques démultipliaient de façon fantastique les possibilités d'intervention et donc s'imposait une réflexion nouvelle pour se donner des balises. Écoutez, pour dire les choses simplement, il fut un temps, pas si lointain, où le médecin venait à la maison, et après, bon, ça fait assez longtemps parce qu'ils ne viennent plus à la maison, et donc examinait le malade et disait, ben, moi, je ne sais plus rien, faites venir le prêtre. Bon, mais tout à coup, on avait la possibilité de faire venir la vie quand elle ne vient pas,
d'empêcher la vie de venir, et à l'autre bout de la vie, de la prolonger quasi indéfiniment ou de l'abréger. Et donc, on ne pouvait plus se contenter de simplement Dieu donne la vie, loué soit Dieu, Dieu la reprend, loué soit Dieu. Donc, il fallait se dire, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous ouvrons indéfiniment la venue de la vie? Est-ce que nous ouvrons indéfiniment ou quoi? Donc, c'est un des exemples que je donne pour montrer comment il y avait de nouvelles questions. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de normes. Et donc, il fallait réfléchir, il fallait délibérer, il fallait discuter. Et c'est ce qui a donné naissance à cet essor, je dirais, d'une éthique définie à ce moment-là, non plus comme un ensemble de lois, mais comme le dit par exemple Lipovetsky, il faut prendre acte de ce qu'il appelle le crépuscule du devoir, et il parle d'un renouveau éthique dans lequel le principe de responsabilité apparaît lié à l'autonomie assumée comme l'âme même de la culture post-moraliste. Donc, on est entré dans une culture post-moraliste où l'éthique, par ailleurs, la délibération, prenait de plus en plus de place. Par ailleurs, au fond, dans les sociétés démocratiques de type libéral, le principe d'autonomie est quelque chose de majeur et de quasi fondateur. Et paradoxalement, ou non, pas paradoxalement, et par conséquent, on exige constamment le consentement. Bon, le consentement est exigé, je suis d'accord, pour les rapports sexuels. Bon, tout le mouvement, moi aussi, montre quand on n'exige pas le consentement, tous les drames qui peuvent s'en suivre. Mais on exige aussi le consentement pour plein de choses. Vous recevez régulièrement des modifications à vos logiciels, et puis on vous demande de lire les documents et d'autoriser. Et on clique. Mais j'ose pas demander combien lisent avant de cliquer. En tout cas, moi, je n'ai jamais lu. Je clique. Bon. On exige le consentement aussi pour les interventions médicales. Et oui, c'est heureux qu'on le fasse, je pense, mais il demeure qu'on se leurre quand on pense que désormais, donc, c'est une pleine autonomie qui s'exerce. Parce que faisons-nous? Je disais au médecin, tout à coup, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Puis il nous dit, moi, je dirais oui. Alors, on dit, oui, d'abord. Bon, alors, cette autonomie sacrée, elle n'est pas si réelle que ça. D'ailleurs, il y a une anecdote qui s'est arrivée au père d'Adèle, au fils de ma conjointe, qui se présente à la garderie pour récupérer sa fille à la fin de la journée. Et il trouve qu'effectivement, ça va bien, que l'éducatrice qui est là est aimée, et que oui, il y a des progrès qu'il peut observer chez sa fille, donc il la félicite. Et elle dit, vous savez, pas besoin de nous remercier, ça c'est notre rôle, ça, de rendre vos enfants automates. Qu'est-ce que je dis là? Autonomes. C'est quand même fabuleux. Parce qu'un enfant à la garderie ou à l'école primaire devient autonome quand il peut s'habiller lui-même. À l'école, un enfant devient autonome quand il fait ce qu'on veut sans qu'on ait à le lui dire. Ah bon? Faire ce que l'autre veut, manifestation d'autonomie. Et à l'autre bout de la vie, au fond, la personne âgée devient en perte d'autonomie quand elle est plus capable de lasser ses bottes elle-même. Comme si l'autonomie se résumait à l'automotricité. Donc, ça veut dire que même si on proclame ce principe-là, il n'est pas tellement à l'œuvre. Par ailleurs, dans les pratiques professionnelles, on réclame de plus en plus, aussi partout, l'autonomie
des acteurs, on exige avant l'embauche que les gens fassent preuve d'autonomie. Et par ailleurs, une fois entrés en action, il y a tellement de règles imposées, tellement d'imputabilité à faire en fonction de formulaires établis par des gestionnaires que la marge de liberté existe à peu près plus. Et donc, on vit en plein paradoxe. Je pense qu'on n'en est pas sorti donc, de cette tension-là. Et ce serait illusoire de penser qu'autrefois, c'était l'hétéronomie et maintenant, c'est l'autonomie. C'est une pseudo-autonomie, très souvent. Il y a quelques années déjà, je cherche ce que je ne trouve pas. Mais enfin, ça va. Passons. Donc, une autre dimension qui me paraît extrêmement importante, c'est comment aussi, récemment, à la fin de l'année dernière, donc, le ministre Morneau a été mis en cause à plusieurs reprises parce qu'il avait des placements et on se demandait s'il n'y avait pas conflit d'intérêts. M. Bill Morneau a alors annoncé qu'il accepterait de placer ses actifs dans une fiducie sans droit de regard si, et la condition est importante, si la commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique l'exige, si le professeur le veut, si le confesseur me le dit. J'ai suivi les demandes de la commissaire depuis le début. Si elle me demande d'avoir une fiducie sans droit de regard, je vais le faire pour m'assurer que je suis libre de tout conflit d'intérêts. Le premier ministre se porte à la défense du ministre des Finances et il dit « Tous les parlementaires travaillent avec le commissaire pour être sûrs qu'ils font les choses de la bonne façon. » M. Bill Morneau l'a consulté abondamment pour s'assurer qu'il faisait la bonne chose pour protéger son intégrité et celle de son ministère. Remarquez d'ailleurs que c'est assez faible comme formulation, faire la bonne chose. Et un mois plus tard, c'est M. Trudeau lui-même qui est blâmé pour avoir violé l'article 11 de la loi canadienne sur les conflits d'intérêts en passant ses vacances familiales dans l'île privée d'un partenaire d'affaires du gouvernement. Et le premier ministre s'est dit alors désolé, non pas du geste posé, mais désolé de n'avoir pas fait approuver à l'avance ses vacances par le bureau du commissaire. Et il promet donc qu'il le fera à l'avenir. Donc, ni le ministre des Finances, ni le premier ministre, et de leur commun aveu, ne pouvaient prendre sur eux, usant de leur autonomie, de leur capacité de décider, après délibération, de faire ou de ne pas faire. Et ils nous gouvernent. Donc, parler d'autonomie, c'est assez... Il y a un autre volet également que je vais évoquer rapidement. C'est Jean-François Nadeau, qui, il y a maintenant un an à peu près, parlait de la voiture autonome. Et il dit, oui, la voiture apparaît comme un formidable révélateur social. Où allons-nous désormais si on en juge par notre conduite? Et il utilise délibérément la conduite dans les deux sens. C'est la conduite de l'auto, mais c'est aussi la conduite de sa vie. C'est bien le rêve de la Tesla qui triomphe, celui de la voiture pilotée en mode totalement autonome. Donc, il ne dépend plus de nous. Un rêve de luxe, rempli à ras-bord d'un alibi écologique, où notre rapport à l'avenir est soumis à l'obéissance enthousiaste à des règles qui sont déterminées sur un mode robotisé auquel on souscrit
jusqu'à en mourir. Nos choix collectifs sont de plus en plus guidés par un même type de pensée automate aux visées mécaniques. Et pensons à tout ce qui se développe présentement autour de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai été heureux d'apprendre récemment que le conseil de recherche, les conseils de recherche du Québec se mettent ensemble pour entreprendre des démarches en vue de la création d'un observatoire pour discuter au fond des enjeux liés au développement de l'intelligence artificielle. Mais c'est assez fabuleux de dire que cela nous rend autonomes, d'avoir une auto qui se conduit toute seule et d'avoir plein de choses, on reçoit déjà, par exemple, de la part de Renaud-Bré ou d'autres entreprises, des indications sur ce que nous avons sans doute le goût de lire. Donc voilà que c'est... Moi, de plus en plus, là, ça me hérisse. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Là? Mais je pense que Noam Chomsky avait raison il y a 40 ans de dire que nous étions, au fond, assez profondément des adultes consentants, des consommateurs consentants, et dont le consentement est lui-même préfabriqué. Donc, c'est cette première tension-là qui a traversé, me semble-t-il, les 60 ans écoulés. Une autre tension à laquelle je veux m'intéresser un peu, c'est celle entre l'unanimité, ou la cohésion sociale, et la diversité. Ernest Gagnon, en 1952, a publié un petit livre intitulé « L'homme d'ici ». Ernest Gagnon, jésuite, est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Récemment, on lui a rendu hommage. C'est Godbout. Jacques Godbout lui a rendu hommage en rappelant sa mémoire. Effectivement, quand j'enseignais au Collège Sainte-Marie, Ernest Gagnon avait sa chambre à 2 pas de la mienne. Et c'est là que j'ai découvert l'art africain. D'ailleurs, sa collection de masques, il l'a léguée au Musée des Beaux-Arts. On peut la voir, c'est une très belle collection. Mais c'était un homme aussi je raconte ça parce que c'est amusant, qui a enseigné à l'université pendant quelques années. Un jour, c'était toujours à contrat. Un jour, on lui a dit, mais écoutez, on va officialiser un peu les choses. Il faudrait que vous nous remplissiez un formulaire, que vous nous indiquiez vos diplômes. Or, Ernest Gagnon, tout jésuite qu'il fut, avait coulé à peu près tous ses examens. Et voilà qu'il enseignait à l'université. Et alors, on lui a octroyé un baccalauréat en lettres assez rapidement. Puis, il a continué d'enseigner, effectivement. C'était un homme très torturé. Et bon, c'était horrible pour lui. Moi, je l'ai connu à une époque où il était vraiment dans une dépression profonde. Et il continuait d'enseigner. Mais il fallait que je l'accompagne, que je parte avec lui en auto et que je l'accompagne et que surtout je le sorte et que je l'empêche de rencontrer des étudiants parce qu'il paniquait. Mais quand il prenait la parole, ça allait, Et c'est quelqu'un qui pouvait mettre tout ensemble l'art, les masques, la psychanalyse, la philosophie, des bouts de théologie et la littérature. Et ces cours étaient suivis, au fond, à l'Université de Montréal, par des étudiants, y compris des étudiants de médecine, qui allaient suivre ces cours. Mais donc, il avait écrit quelques années avant que je le connaisse, ce petit livre « L'homme d'ici ». Et pour décrire l'homme d'ici, il avait utilisé cette formulation
que tous s'efforcent de penser la même chose et, autant que possible, l'expriment de la même façon. Or, ce qu'il ne disait pas, c'est que c'est une règle des jésuites qu'il citait, là, au fond. Mais donc, il pouvait définir une sorte d'unanimité. Et effectivement, c'est vrai que s'il n'y avait pas une unanimité parfaite, et de nouveau, je pourrais évoquer donc l'Institut canadien, je pourrais évoquer aussi l'affaire Guibord. Je ne sais pas si vous connaissez l'affaire Guibord. En tout cas, c'est ce renégat. C'est quelqu'un donc qui avait un anticlérical notoire et qui s'affichait comme non-croyant et tout ça. Donc, dont l'évêque avait refusé qu'il fût enterré dans le cimetière catholique, mais les tribunaux ont ordonné qu'il le soit. Et alors, l'évêque, paraît-il, est venu débénir le carré. Mais donc, s'il y avait des gens comme Guibord, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas unanimité. C'est une pseudo-unanimité que celle. Mais il y avait une cohésion sociale qui était très forte et qui était fondée sur à la fois la langue et la foi. Et effectivement, c'est vrai que le clivage était comme assez simple. Il y avait les catholiques qui étaient des francophones, puis il y avait les protestants qui étaient des anglophones. Moi, je me souviens que ça a été un des premiers mystères que j'ai rencontrés, parce que sur mon chemin pour aller au collège, je passais devant une école catholique anglaise. Et donc, j'apprenais qu'il y avait des catholiques de langue anglaise. Mais ce clivage-là était tellement grand que malheureusement, nous n'avons pas su accueillir les populations juives. Nous n'avons pas su accueillir les Italiens, qui pourtant étaient plus près de nous, et par la foi et par la langue. Mais donc, il y avait une cohésion très forte, je dirais, mais une cohésion qui était une cohésion contre. C'est-à-dire, il y avait nous contre les Anglais. Mais un nous que nous étions incapables d'ouvrir et de faire se diversifier. Je pense qu'à cet égard-là, on a cheminé beaucoup. Et c'est vrai que la venue de mouvements migratoires diversifiés, au fond, que des personnes qui arrivent ne sont plus, comme elles l'ont été longtemps, des gens d'Europe. Donc, c'est des Africains et le reste. Et donc, c'est confrontant. Et on voit jusqu'à quel point c'est confrontant. Parce qu'il y a des débats qui n'en finissent plus de durer. Pensez aux travaux de la commission Taylor-Bouchard, par exemple, qui a essayé de trouver quelque chose qui pourrait concilier les exigences d'une cohésion sociale et l'accueil, par ailleurs, ouvert d'une diversité. Mais je pense qu'on aura encore de la difficulté dans nos rapports à l'autre, c'est-à-dire à celui qui n'est pas nous. Moi, je pense qu'il faut reconnaître d'emblée que tout rapport à l'autre est inévitablement conflictuel. C'est-à-dire que l'autre, de par son existence même, remet en cause ou pose question, à tout le moins, à ma façon à moi d'être humain. Et c'est troublant. Donc, et à cause de ça, très souvent, on a refusé l'humanité des autres. Hein, c'est pas pour rien si on s'est interrogé, par exemple, un temps, sur les Indiens d'Amérique. C'est-tu vraiment des humains ou pas? Les Noirs. Bon. Où on les a considérés comme des sauvages. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas de civilisation.
Nous avons... Donc, la difficulté de reconnaître l'autre, elle est réelle. Et je pense que de penser qu'on est très accueillant, je pense que c'est faux. Et on résiste parce que ça met en cause, ou au moins en question, notre façon d'être humain. C'est-à-dire que on se dit donc mon humanité est une humanité particulière parmi d'autres possibles. Moi, je dois à Linda Prudentonio et à travers elle, Colette Guillaumin, d'avoir su percevoir les rapports interculturels, disons, de façon neuve. C'est-à-dire, les rapports interculturels au Québec comme ailleurs sont toujours des rapports entre majoritaire et minoritaire, c'est-à-dire, je préfère le mot majeur, parce que le majeur ou le majoritaire, dans le langage de Colette Guillaumin, dans l'Afrique de l'apartheid, par exemple, c'était le petit groupe, c'était pas la majorité. Mais donc, la majorité était minorisée. Et donc, les détenteurs de pouvoir et de culture et de tout, c'était le minoritaire, mais qui était le majeur, ou le majoritaire au sens où Colette Guillaumin l'entend. Et c'est que le majoritaire ou le majeur a le sentiment que sa façon d'être est la façon d'être, que sa façon de penser est la façon de penser. Et heureusement qu'il se préoccupe des autres pour que les autres puissent aussi apprendre à penser, pour que les autres puissent sortir de leur sauvagerie. Mais c'est assez fabuleux. Et toute l'entreprise coloniale et toute l'entreprise missionnaire, c'est ça. Au fond, ça a été le refus de reconnaître que les langues des autres, les cultures des autres et les religions des autres étaient sans doute tout aussi légitimes que la nôtre. Et ça n'est pas par mauvaise volonté. Au contraire, on devient facilement des dames patronesses. Ou on est facilement des coopérants. On va aller leur montrer quoi faire. On va aller leur montrer comment faire. Parce qu'ils ne savent pas, eux, ils ne sont pas capables de comprendre, eux. Et donc, on n'en est pas sorti. Et derrière ça, c'est François Julien qui m'a fait réfléchir beaucoup ces dernières années, en m'obligeant à revenir à toute la question de l'un et du multiple. C'est-à-dire, dans notre tradition philosophique, au fond, c'est l'un qui est important. Le multiple est une espèce de quelque chose qui est dégradé. Alors qu'on pourrait voir les choses autrement. C'est-à-dire que c'est le multiple qui existe. Il n'existe que le multiple. Les droits de l'homme avec une majuscule, mais cet homme-là, c'est une abstraction. L'homme avec la majuscule n'a jamais existé. Ce qui existe depuis que l'humanité existe, c'est des hommes et des femmes. Et il y en a qui sont jeunes, il y en a qui sont vieux, il y a des hommes et des femmes, il y a des blancs, des noirs, et le reste, c'est le reste. Mais derrière toutes ces catégories, qui sont des pseudo-catégories, c'est-à-dire que ce sont des catégories toujours limitées, qui peuvent nous aider à voir un peu clair, mais on enferme les gens alors qu'on ne saurait pas les enfermer. Je me souviens, il y a quelques années, et il y a quelques personnes parmi vous qui le connaissent aussi, j'avais beaucoup d'estime et d'amitié pour Émile Olivier. Et ça faisait, à ce moment-là, ça faisait 25 ans qu'il était au Québec. Et je lui avais dit, un jour, on s'en allait à un colloque où qu'il présidait, comme président de l'Institut canadien d'éducation des adultes, mais aussi à cause de sa notoriété, à cause de ce qu'il avait fait. Il présidait un colloque
Et il avait gagné un prix, je me souviens plus, c'était pour le livre de Montréal, je pense. En tout cas, il y avait eu 2 ou 3 événements. Et je lui avais dit, Émile, avoue là, que tu m'as déjà dit que tu savais ce que c'est que d'être un Canadien reçu, mais que tu ne savais pas encore ce que c'est que d'être un Québécois. Avoue là, que tu deviens de plus en plus Québécois. Alors, on fait le voyage, l'aller-retour, et on blague un peu là-dessus. Le lendemain, dimanche, je pense, il est interviewé à la radio pour commenter des événements de la semaine autour de 3 faits. Et on lui dit, les 3 fois, l'animateur lui dit, « Mais chez vous, comment ça se passerait? » Alors, j'ai rappelé Émile pour dire, « Non, tu n'es pas québécois, je m'excuse. » Mais c'est affreux, c'est horrible. Mais moi, j'avais beaucoup de plaisir avec ce collègue et ami, et je me sentais beaucoup plus de parenté qu'avec les amis de mon beau-frère de la région de Chaudière-Appalaches. Alors, c'est quoi? Et donc, François Julien dit, au fond, il n'y a pas d'identité culturelle. Ça peut être contestable, mais je trouve ça intéressant. Mais il y a des ressources culturelles. C'est-à-dire, il y a toute une tradition qui fait que nous avons dans cette tradition-là plein de ressources. Mais d'autres peuvent y puiser, comme nous pouvons puiser aux ressources des autres. Et c'est comme ça, c'est probablement ça un peu qu'on mettait derrière le mot interculturel. Et dans cette réalité-là, au fond, ce qui est important, c'est l'inter. Et c'est ce que développe François Julien en disant « Et si tout se jouait dans l'entre » Si, je reviens à ce que je disais tantôt, entre l'hétéronomie et l'autonomie, si tout se jouait dans l'entre, c'est-à-dire qu'on est toujours entre les deux, parce qu'on a besoin de règles, on ne peut pas s'en sortir, ne serait-ce que pour avoir des feux de circulation. Bon, et la liberté même a besoin de règles. Et donc, on doit avoir une cohésion sociale aussi. Mais dans une société diverse, il n'y a pas beaucoup d'autres façons de le faire que dans le jeu des entre multiples qui font que se joue là-dedans quelque chose qui va donner naissance à, forcément, constamment, pas juste d'un coup, mais qui va donner constamment naissance à de nouveaux Québécois qui auront leur héritage, oui, mais un héritage de plus en plus diversifié. Et donc, parce que là, quelque chose de foncièrement conflictuel, tant qu'on n'accepte pas de jouer dans l'entre, je pense que ça pose la question, au fond, à l'éthique notamment. On peut faire volontiers, on a fait volontiers une éthique pour la paix. C'est-à-dire, nos repères éthiques seraient très beaux dans un monde paisible. Mais nous sommes toujours en guerre. Et donc, les repères que nous nous donnons pour un monde paisible, nous sommes obligés de les remettre constamment. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre le chemin de la délibération. Mais, et au fond, oui, l'éthique peut se nourrir de l'utopie. Je pense que c'est intéressant, mais l'utopie, c'est quoi? C'est ce rêve, au fond, du petit peuple hébreu là, qui sort de l'esclavage d'Égypte et qui s'en va vers la terre promise. Et on la définit comment, la terre promise? C'est la terre de l'abondance, la terre où coule le lait et le miel. Ça vient tout seul. On n'a pas de travail à faire. Et c'est la terre de la paix parfaite. L'agneau peut paître avec le loup. Sauf que cette terre-là, elle n'existe et n'existera nulle part. Mais cette utopie-là peut nous donner des repères pour, dans la guerre, dans l'injustice, poser certains gestes en solidarité avec d'autres.
Oui, et donc les rapports, tout le courant ECR, mais pas seulement ECR, le courant éthique et culture religieuse, mais tout le courant vers un vivre ensemble, je pense qu'on le présente souvent comme ah, si on connaît l'autre, ça va aller, il n'y aura plus de problème. C'est pas sûr. Parce que si on connaît l'autre, il va me poser des questions. Et donc, il faut que j'accepte d'être remis en question. L'autre tension que je voudrais évoquer, peut-être plus rapidement cette fois, là, parce que le temps file, c'est la tension entre l'individualisme et la solidarité. Finalement, je ne voudrais pas, même si je trouve que nous sommes une société trop individualiste, je ne voudrais pas que l'on perde les valeurs de la reconnaissance de l'individu dans son unicité. Chaque individu est unique. Et c'est une victoire extrêmement importante, ça, de la pensée, je pense, que d'avoir réussi à penser l'être humain comme dans son unicité. Et donc, je ne voudrais pas qu'on recule là-dessus. Mais par ailleurs, je pense qu'on a perdu, ou en tout cas, on risque de perdre une solidarité qui a eu son moment de gloire, je pense, lors de la Révolution tranquille. Au fond, comment est-ce que je dirais ça? Pas les libéraux, mais les libertariens, qu'on appelle aujourd'hui les néolibéraux, le néolibéralisme, au fond, c'est un vieux libertarisme qui revient, ont de la difficulté à faire place aux autres. C'est-à-dire que chacun s'affirme et s'affiche comme ayant des droits et réclame des choses éventuellement démesurées. On n'a qu'à penser aux rémunérations actuellement des hauts dirigeants de compagnie. On n'a qu'à penser aux sommes pharaoniques que des entreprises comme Google et tout ça amassent, alors que sévissent à l'échelle de l'humanité des famines. Et donc, c'est tout le problème, au fond, de la tension qu'on doit maintenir vivante entre la liberté individuelle et les exigences d'un accueil de l'autre, et je pense qui ont droit, eux aussi, également à la liberté. Et je pense qu'on ne peut régler ça que dans la solidarité. Au fond, c'est le drapeau tricolore français, au fond, qui associe liberté, égalité, fraternité ou solidarité. C'est que la tension entre la liberté et l'égalité n'est possible, n'est viable que dans la solidarité. C'est si l'ultralibéral accepte de dire l'autre aussi a des droits à la même liberté, qui va accepter de mesurer, de modérer un peu son appétit. Et les égalitaires de tout crin vont aussi se dire que non, effectivement, ça a tué, quand on a tenté de le faire, la liberté et la créativité. Et donc, on va modérer cela. Mais c'est la solidarité, au fond, qui permet cette modération-là. Oui. Je pourrais aller un peu plus loin. Je voudrais simplement revenir sur ce que l'on dit parfois de l'État-providence. On va dire qu'au fond, la Révolution tranquille, au lieu de reconnaître que ça a été un mouvement de solidarité, on dit qu'on a mis en place un État-providence qui nous rend tous dépendants de l'État. En tout cas, moi, j'ai parfois dit, et je le redis aujourd'hui, j'ai eu un frère qui avait 5 ans de plus que moi et qui a eu la polio et qui est entré à l'hôpital à l'âge de 9 ans pour en sortir à 14 ans. À une époque où il n'y avait pas d'assurance maladie, où il n'y avait pas d'assurance santé, il n'y avait rien. Et j'ai su, jeune adulte, que papa avait emprunté sur tout ce sur quoi il pouvait emprunter, y compris son assurance vie, de sorte que s'il était décédé à ce moment-là ou s'il avait perdu sa job, la famille, qui était alors 6 enfants, il y en a eu un 7e après, mais était à la rue. Et donc,
que solidairement, on se soit donné le moyen de dire non, il n'y aura plus personne qui ne pourra pas accéder à l'hôpital. Non, il n'y aura plus personne qui pourra être exclu a priori des études supérieures et le reste. Pour moi, ce n'est pas la création d'un État-providence. S'il y avait un État-providence, c'est avant, quand l'Église disait non, non, Dieu y voit. Mais non, et cette solidarité-là, je ne voudrais pas qu'elle se perde. Au fond, si j'évoque cela, c'est que ça me renvoie, au fond, à la notion aristotélicienne de juste milieu, c'est-à-dire ce milieu dans l'attention qui n'est jamais mathématique, qui n'est pas statistique, qui n'est pas... mais qui est le milieu ajusté. Comme il écrit, si on donne la même portion de nourriture à tous les élèves du secondaire, évidemment, je traduis, parce qu'Aristote ne parle pas d'école secondaire, mais, y compris le joueur de football qui vient de jouer une rude partie, et le petit malingre qui a fait la sieste, bien, ça n'est pas juste parce que ce n'est pas ajusté. Et donc, il y a une association de la justice avec la justesse et avec l'ajustement qui me paraît importante. Et voilà. Je te remercie. Je me dois de t'arrêter. Je sais que tu pourrais continuer.